Bonjour le Jack Summercamp, bienvenue sur cette session à propos d'identifier les menaces avec Elasticseam. Malheureusement, je ne peux pas être présent avec vous aujourd'hui, mais j'ai le plaisir de vous avoir enregistré cette vidéo et je serai disponible tout à l'heure pour les questions en live. On a l'habitude de classifier les incidents de sécurité en 3 différents niveaux. Pour information, c'est bizarre, et oh mon Dieu. Et vous, comment vous découvrez les failles de sécurité dans vos systèmes? Alors je vais commencer par le pire scénario, et puis ensuite on va aller vers le meilleur des scénarios concernant les failles. Alors la façon dont vous pouvez découvrir une faille au début, c'est le pire, c'est découvrir une faille par la presse ou par les utilisateurs eux-mêmes. Ça c'est vraiment pas terrible d'un point de vue de votre image. Vous pouvez découvrir une faille par des pirates qui vous demandent une rançon. Ok, ça reste un petit peu privé, mais néanmoins, c'est les pirates qui vous apprennent que vous avez une faille. Un autre moyen de découvrir une faille, c'est par votre facture cloud. Tout d'un coup, vous avez un trafic réseau sortant absolument ahurissant. Bah, vraisemblablement, c'est que vous avez une extraction de données qui n'était pas prévue. Un peu mieux, vous pouvez découvrir une faille par vous-même après les faits. Ça, c'est pas mal. Mais alors, ce qui est mieux, c'est de découvrir vous-même une faille et pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de dégâts. Et ça, c'est la chose la plus importante que vous devez être capable de faire si vous travaillez dans le domaine de la sécurité. Alors un système qui est très pratique, qui permet de travailler sur ces enquêtes et faire des audits de sécurité de vos systèmes, ça s'appelle AuditD. AuditD, ça peut vous permettre de vous aider à capturer de l'information utile, et c'est un premier pas vers la compréhension de ce qui se passe sur vos systèmes. Ça peut être le monitoring des accès fichiers, réseaux, des appels système, des commandes lancées par un utilisateur, des événements de sécurité d'une façon générale. Donc je vais commencer cette session par vous faire une petite démo d'AuditD, puis après on avancera sur le sujet. Alors on est connecté à une machine là qui tourne sur internet, qui doit tourner chez Amazon je suppose, et la première chose qu'on peut faire c'est regarder AuditD en train de fonctionner. Donc AuditD propose une commande qui s'appelle AU Report, qui vous donne un état des lieux des événements qui ont été capturés par AuditD au cours de la période pendant laquelle il était actif. Alors pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, en fait la AuditD a été désactivée, mais jusque pendant le moment de la collecte, vous pouvez voir qu'il y a eu des modifications de configuration, des modifications, des créations de groupes, de rôles, etc., des logins, 3 utilisateurs, 4 terminaux, etc., etc. Donc tout un tas d'informations assez utiles. Ça, c'est un rapport sommaire, et en réalité, tout ça vient d'un fichier de log généré par AuditD, qui ressemble à ça, où vous avez pour chaque ligne, en fait, le type de l'événement, le contenu de l'événement, un certain nombre d'informations, le PID, quel est le user ID, et ce genre d'informations qui peut être utile. Alors, il y a des commandes qui sont un petit peu cryptiques, comme par exemple celle-là, celle que vous voyez ici que je surligne, où on voit que la commande ressemble à une sorte de hash en base 64 ou quelque chose comme ça. En réalité, derrière ça, il y a de l'information qui va être très intéressante. Le problème, c'est que cette information est difficile à parser, et si je veux récupérer du contenu de ce qui s'est vraiment exécuté, ça va être très délicat. Donc je vais vous montrer comment on résout ce problème-là. Alors tout est configuré dans le fichier de règles d'AuditD. Donc si on regarde ce qu'il y a dans ce fichier de règles, etc audit rules.d / audit.rules. Ici, on voit la configuration d'AuditD. Alors ici, il s'agit de la configuration par défaut qui est appliquée, donc il n'y a pas vraiment d'audit particulier, sauf les choses par défaut. Si vous voulez activer d'autres règles, en fait, elles vont être disponibles, ces règles, sur le repository d'AuditD, où vous avez tout un tas de règles qui sont prédéfinies pour vous. Si par exemple vous êtes intéressé par, vous savez que vous avez des conteneurs qui tournent sur votre machine, ben vous pouvez regarder la règle qui est proposée, vous faites simplement un copier-coller de ça dans votre fichier de configuration, vous redémarrez AuditD, et automatiquement vous aurez accès à des informations d'audit concernant les conteneurs.
On voit qu'on a donc besoin de collecter de l'information. Ici, ça pourrait être les logs d'AuditBit que nous venons de voir, mais ça peut être aussi tout un tas d'autres informations. Les logs de votre application sont intéressants, tout ce qui se passe au niveau de l'activité réseau. Toute cette information, on a besoin de la collecter et surtout de la centraliser. Donc, comment la centraliser ? Moi, je travaille chez Elastic, une société qui édite la suite logicielle qu'on appelle communément Elasticstack ou la suite Elastic. C'est principalement composé d'Elasticsearch et Kibana qui sont le cœur de la stack, et une couche d'ingestion qu'on appelle Bits, ou qu'on va aussi appeler maintenant Fleet, ou les agents. Et tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la démo, c'est disponible gratuitement avec la licence par défaut, qui est la licence basique. Dans les composants Bits que nous avons à notre disposition, il y en a un qui s'appelle AuditBit, et le but d'AuditBit, c'est que plutôt que d'avoir à parser des lignes de log que nous avons vues avec quelque chose comme FileBit par exemple, et d'avoir à faire du parsing avec des expressions régulières, etc., on a créé un module qui s'appelle AuditD dans AuditBit, qui envoie directement l'information à Elasticsearch sans avoir besoin de la parser parce qu'elle est déjà correctement structurée. AuditBit et le module AuditD va lire les règles d'AuditD, celles que nous avons vues précédemment, et ajouter en plus tout ce qui est nécessaire pour communiquer avec Elasticsearch. Du coup, AuditD ne fonctionnera plus, et ce qu'on va faire fonctionner, c'est AuditBit à sa place. Ça va apporter de la corrélation d'événements, début et fin d'événements, la résolution des ID utilisateurs pour avoir un nom à la place d'un nombre. On avait vu tout à l'heure un UID égale 1000 par exemple, à la place ça serait pas mal d'avoir dans nos événements le nom de l'utilisateur qui a réellement déclenché une action. Je vais vous montrer tout ça sous forme de démo. La première chose que je vais vous montrer, c'est la configuration que nous avons fait dans AuditBit. Donc je regarde le fichier de configuration, et ici je vois que nous avons activé le module AuditD, et nous avons activé la résolution des ID dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, dans la partie Audit Rules, en fait, on va retrouver toutes les règles qu'on a vues tout à l'heure sur le site web d'AuditD. Donc il suffit de faire encore une fois des copier-coller pour exprimer quelles sont les choses que vous avez envie de regarder et d'analyser. Donc par exemple, une des règles que nous avons activées ici, c'est celle-ci, où on veut être capable de loguer à chaque fois que des développeurs d'un groupe particulier essayent d'accéder au fichier etc password. Je vais me connecter sur la machine avec un autre utilisateur. Donc je vais faire un su-elastic user. Voilà, là je suis connecté sous l'utilisateur Elastic User. Et cet utilisateur, normalement, il n'a pas le droit d'accéder au fichier etc password. Ici, on a changé les règles pour qu'il y ait accès, mais ce que j'ai envie de vérifier, c'est est-ce que AuditBit prend bien cette information qu'un utilisateur a fait un cat de etc password. On va aller vérifier ça dans Kibana. Donc, j'ouvre Kibana, et dans Kibana, je vais aller voir dans la partie Discover, je vais aller regarder tous les logs qui viennent d'AuditBit. Si on regarde un petit peu de plus près la configuration qu'on avait définie, ici pour le etc password, on voit qu'on rajoute un tag qui s'appelle Developers Password Read here, qui nous permet d'être ajouté à chaque événement qui correspondra à cette ligne de quelqu'un a essayé d'accéder à etc password. Si on regarde dans la console Kibana, on peut chercher ici sur les tags et trouver est-ce qu'il y a des tags qui correspondent à Developer Password Read. Et si on regarde, on va se rendre compte qu'effectivement on a un certain nombre d'événements qui correspondent à cet accès. On peut ouvrir ici un événement pour voir un petit peu plus en détail ce qui a été collecté. Et notamment, il y a quelque chose qui est assez intéressant qu'on voit ici, c'est qu'on a des informations concernant la machine au niveau du cloud, puisque cette machine tourne dans le cloud. Donc on a typiquement dans quelle région est-ce qu'elle est en train de tourner, et donc quelle est sa zone aussi, quelle est l'image sur laquelle elle est construite, quel est le type de la machine, etc. Et tout ça, ça a été fait automatiquement
par AuditBit parce qu'on a activé une option ici qui est les processors et on a ajouté le processeur Add Cloud Metadata. De la même façon, on peut avoir des informations sur le host. Ici, typiquement, à chaque événement, on a des informations exactes sur le host, le hostname, le OS, les caractéristiques. Donc tout ça, ça peut être aussi très très pratique de collecter ce type d'informations automatiquement pour nous. Ça, c'est fait également avec cette configuration Add Host Metadata. Alors on va considérer que notre utilisateur continue à essayer un petit peu d'explorer la machine ou de faire des manipulations sur la machine. On a vu qu'il y avait un service NGINX qui fonctionnait tout à l'heure. Et bien, ce qu'on peut demander peut-être, c'est de lui demander un petit statut au niveau du service. Oui, alors ce service fonctionne. Et ce qu'on peut faire, c'est peut-être un restart de ce service. Alors l'utilisateur ici n'a pas les droits de le faire, mais si on le fait en tant que Elastic Admin, ça devrait fonctionner correctement, à condition que j'utilise le bon mot de passe. Ok. Donc ici, en fait, on vient juste simplement de redémarrer le service NGINX. On peut aller voir un petit peu dans AuditBit, dans Kibana, pardon, dans les dashboards spécifiques qui ont été fabriqués pour AuditBit. Donc si je vais dans les dashboards de Kibana et que je cherche AuditBit, ici je vais voir les différents dashboards qui sont fabriqués pour nous. Et si je regarde le Execution ECS, on va pouvoir voir s'il y a eu des choses qui ont été exécutées. Et typiquement, on va pouvoir chercher pour Nginx. Est-ce que quelqu'un a fait quelque chose sur Nginx? Oui, effectivement, il y a un utilisateur qui, en fait, a redémarré Nginx. Alors, on voit que l'utilisateur, j'étais connecté tout à l'heure sur Elastic User quand j'ai fait ça, mais en réalité, je venais de l'utilisateur qui s'appelait David. Et c'est là où on voit aussi tout l'avantage par rapport à parser des logs uniquement. C'est que là, au lieu d'avoir un ID d'utilisateur, j'ai directement le nom de l'utilisateur qui est visible. Alors il existe tout un tas d'autres modules pour AuditBit. Notamment, il existe le module système qui va permettre de récupérer des informations concernant les audits de sécurité, donc qui va concerner les hosts, les process qui peuvent tourner, les packages, ça va être par exemple tout ce qu'on va installer avec Homebrew sur macOS, DPKG ou RPM sur Linux. Alors malheureusement il n'y a pas de support de Windows pour l'instant. Ça va être tout ce qui est socket, si par exemple quelqu'un est en train d'établir une socket pour exporter de la donnée, on va pouvoir le détecter grâce à ce module système. Le login aussi, où on va lire varlog WTMP et varlog BTMP. Et user, qui va lire ETC password, ETC group, ETC shadow, etc. Voyons ça en démo. Je vais vous montrer la configuration du coup de ce qui a été activé au niveau système. Donc si je regarde ici, j'ai effectivement le module système avec deux datasets, le dataset process et le dataset socket qui ont été activés. Ici j'ai activé aussi le module système mais avec une autre périodicité. Et notamment, ça va être tout ce qui va être host, user, package et login qui vont être détectés. Je veux être capable de détecter s'il y a un changement de mot de passe qui est fait. Ben voilà, j'ai des différentes options qui sont accessibles en fonction des modules. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir de ma machine, essayer d'activer un netcat pour ouvrir un socket sur le port 1025. OK. Et donc je vais ouvrir un nouveau terminal, et maintenant depuis mon ordinateur, je ne suis plus sur la machine distante, je vais essayer de me connecter sur ce port-là, security.zira.wtf, sur le port 1025. Ok, j'ai l'air d'être connecté à quelque chose, je peux peut-être faire un Hello World.
qu'est-ce que ça donne ici? Oui, j'ai bien reçu cette information, et puis si je dis c'est de la donnée qui vient du Jug Summer Camp, par exemple, je vois que je suis en train d'exporter de la donnée ici depuis ma machine Linux qui a donc été infiltrée vers l'extérieur. C'est ce que je suis en train de faire ici. Alors, est-ce que ça a été détecté? Oui, évidemment, ça a été détecté par AuditBit System, puisqu'on a activé l'option Socket comme je viens de vous le dire. Donc on peut aller voir dans les dashboards maintenant. Et un des dashboards qui va nous intéresser, c'est le dashboard qui s'appelle Socket Dashboard. Socket Dashboard ECS, ici. Où on va voir s'il y a des choses qui ont été effectivement déclenchées. Alors je vais regarder sur les 15 dernières minutes. Ça me permettra de restreindre un petit peu ce qui s'est passé. Et je veux voir typiquement sur le port 1025, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été sorti? Oui, effectivement, je vois qu'ici, il y a une sortie qui a été faite à l'instant par un process netcat. Et je vois ici le détail de cette information. Donc là, on peut se rendre compte qu'on a sans doute une exfiltration de données. En passant, je vais vous montrer la vue package qui est aussi assez intéressante. Alors là, je vais mettre sur les 7 derniers jours. Cette vue-là va vous permettre de voir quels sont tous les packages qui ont été installés. Alors ça, c'est une machine qui a été nouvellement installée. Donc du coup, il y a tout un tas de packages qui ont été configurés dans les derniers jours. Et ce qu'on peut voir ici, c'est la liste de tous les packages qui ont été supprimés, ajoutés, remplacés, etc. Et ça peut être super intéressant, avec les différentes versions des OS sur lesquelles on a tourné. Ça peut être super intéressant parce que si jamais vous êtes au courant d'une vulnérabilité sur un package en particulier, vous n'avez plus qu'à chercher ce package dans votre interface de recherche Kibana, et automatiquement vous allez voir la liste de tous les OS et toutes les machines sur lesquelles ce package a été installé. Donc très pratique aussi cette partie-là. Enfin, un nouveau module, le File Integrity Module, qui va permettre de vérifier s'il y a des changements sur une arborescence qui est assez critique pour vous. Vous voulez être au courant de cette information. Je vais vous montrer ça immédiatement. Je retourne à ma configuration, et si je regarde la configuration, ici je vois que j'ai activé le module File Integrity, et en fait je veux aller voir si par hasard quelqu'un modifie des informations dans ce fichier-là. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond à notre service NGINX. Si je regarde notre service NGINX, il tourne ici, en fait, à cette adresse ici. Et si quelqu'un va modifier ce fichier, en gros va hacker mon système, j'ai envie de détecter cette information. Donc, je vais aller modifier le fichier index.html ici, et puis welcome to Xira, et je vais rajouter from Jug Summer Camp. Je sauvegarde. Donc voilà, donc normalement mon système a été hacké, ce qui fait que si je rafraîchis ici mon NGINX, je vois bien que on a hacké mon site web. Est-ce que quelque chose a pu être détecté du coup par notre système? Si je vais voir dans Kibana, j'ai un module qui s'appelle File Integrity OCS, donc dans AuditBit toujours. Le File Integrity OCS qui est ici. Et ici, on peut voir que effectivement, j'ai des modifications qui ont été faites de mon index.html. Et on voit les derniers événements qui correspondent à ça. Et notamment celui-là qui m'intéresse, où un utilisateur vient de modifier, donc pour lui c'est de déplacer, le fichier index.html. Donc on a vu avec ces démos les possibilités offertes par AuditBit. On récupère de l'information qui vient de différentes sources, c'est ce que j'ai dit. Alors ça peut venir d'AuditBit, c'est ce qu'on a vu pour les sécurités d'audit, mais ça peut être de FileBit pour les logs, imaginez des logs Cisco par exemple, de PacketBit pour tout ce qui concerne la couche réseau. Et là en fait sur ce serveur PacketBit est aussi activé. Et
ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est de rendre tout ça de façon consistante, de façon à utiliser un schéma commun pour nommer tous les événements et décrire les événements, quelle que soit la source. Donc ça s'appelle le Elastic Common Schema, c'est défini dans notre repository GitHub, et en gros ça définit quels sont les noms des champs à utiliser pour traiter tel et tel type de données. Par exemple, un événement, la date de l'événement est toujours décrite par le champ @timestamp. Donc ça c'est super important, parce que c'est une fondation pour obtenir des visualisations qui sont consistantes. Et grâce à ça, on a pu développer une application qui évite d'avoir à switcher d'un dashboard à un autre, comme vous avez vu que j'étais en train de le faire sans arrêt, et d'avoir une navigation consistante, quelle que soit la source des données. Et cette application, ça s'appelle Elastic SIEM, et SIEM, c'est une application Kibana qui vous permet d'explorer vos données de sécurité et de corréler les événements entre eux, quelle que soit la source. Regardons ça avec une démo. Ici, je vais retourner dans Kibana et je vais aller voir tout ce qui concerne la sécurité ici. Donc je vais faire un aperçu de la sécurité. Donc ce qu'on va regarder, c'est quels sont tous les événements qui ont été collectés. Et là, on voit qu'il y a un certain nombre d'événements. Il y a, depuis que la machine a été démarrée hier, il y a 6 800 000 événements qui ont été collectés pour l'instant. Donc il y a des événements de type flow, c'est ceux qui sont en vert ici, des événements de type socket, des événements de type DNS, des événements qui viennent de endpoint, la protection par élastique de vos points de vos machines, tout ce qui va être FileBit également, MetricBit, etc. Donc tous ces événements, on le voit, sont tous agrégés ensemble ici. Rentrant dans le détail, donc on a des événements de type host. Donc ici, j'ai des événements qui viennent d'AuditBit et de endpoint. Si j'avais activé des logs de mon host, je le verrais à cet endroit-là, par exemple. Et puis j'ai des événements au niveau réseau qui viennent aussi d'AuditBit et de PacketBit. Alors on peut aller voir les hosts en question, quels sont les hosts qui sont surveillés aujourd'hui. Donc, et la vue des hosts, avec les différents événements sur les hosts en particulier. Donc des tentatives d'authentification, il y en a eu certaines avec des erreurs et quelques-unes avec des succès. Quelles sont les adresses IP, sources et destinations, etc. Donc on voit les hosts qui sont surveillés. Alors ici j'en ai que 3 machines a priori, mais en fait si vous avez un système d'information très complexe avec beaucoup de hosts, et bien ici sur la même vue vous aurez tous vos hosts. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de regarder les tentatives d'authentification, celles qui ont eu des succès, celles qui ont eu des échecs, etc. Donc on peut voir, par exemple, tous ceux qui ont réussi. Ici, par exemple, j'ai un utilisateur, David, qui a réussi, a priori, à se connecter. Bon, visiblement, c'est moi. 164 succès, aucun échec. Bon, ok, très bien. On peut voir qu'il y a d'autres tentatives d'accès. On voit par exemple qu'il y a 3 minutes, quelqu'un, depuis cette adresse IP, a tenté d'accéder à un utilisateur invalide. Alors utilisateur invalide, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que c'est un utilisateur qui n'est pas défini dans notre liste des utilisateurs. Donc ça doit être un ID inconnu que l'utilisateur, que quelqu'un a tenté d'exploiter. On peut regarder un petit peu. Donc on a l'adresse IP ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est glisser, prendre l'adresse IP et la déposer sur ce qu'on appelle une timeline. La timeline, c'est ce qu'on voit ici à droite. Et ça va nous permettre d'enquêter un petit peu, savoir ce qui s'est passé. Là, on va regarder tous les événements qui sont en lien avec cette adresse IP-là. Donc on voit qu'il y a plein d'événements d'authentification qui ont été tentés. Donc ce qu'on peut dire, tiens, on va regarder que les événements d'authentification, pourquoi pas. Ok. Donc là, on voit que les événements d'authentification. Et puis, on peut regarder les résultats. Alors, audit D. Donc ça, c'est tous les échecs. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'exclure cela. Regardez. Là, c'est pareil. C'est pas d'audit bit, mais c'est un autre type d'outcome. Donc je l'exclus aussi. Donc je veux voir en fait avec cette vue, est-ce que par hasard, avec cette adresse IP là,
l'utilisateur aurait réussi à un moment à s'authentifier depuis cette adresse IP. A priori non, donc tout va bien, je peux considérer que j'ai pas de dégâts faits. Mais ceci dit, je peux aussi partager cette information avec d'autres utilisateurs qui vont peut-être être capables de faire une enquête un petit peu plus poussée. Donc on peut mettre ici suspicious IP, pourquoi pas. On peut rajouter une petite note si on veut, depuis le Jug Summer Camp, pourquoi pas. Hop, rajouter la petite note, de façon à ce que nos collègues qui vont ensuite regarder cette timeline puissent avoir un contexte d'enquête. Je peux surtout créer un nouveau cas d'enquête et attacher cette timeline avec. Donc si je clique ici, je vais dire enquête à faire, et puis Jug Summer Camp, pourquoi pas. Voilà, un petit tag network SSH par exemple. Si je veux mettre des tags dessus, je peux décrire autre chose. Je pense que l'utilisateur a échoué. Voilà, on crée un nouveau cas. Vous pouvez envoyer et transmettre ce cas à un système externe. Et ici, par exemple, on voit les informations et on va pouvoir du coup enquêter sur ce cas. Si je clique ici, évidemment, je vais retourner dans la timeline qu'on a vu tout à l'heure où la personne qui enquête va pouvoir faire également son analyse. Donc avec la suite élastique, vous avez une sorte de Lego qui vous permet de collecter des informations qui viennent de différentes sources. Tous ces outils vous permettent de comprendre en temps réel, quelle que soit la taille des données que vous êtes en train de collecter, ce qui est en train de se passer sur vos systèmes. Si vous avez besoin d'un historique long, à ce moment-là, rajoutez encore plus de nœuds, c'est très flexible, vous rajoutez plus de nœuds et vous allez pouvoir garder en ligne des données pour encore un temps encore plus long. Sinon, vous pouvez utiliser le Index Lifecycle Management, qui est une couche applicative disponible dans Elasticsearch et sur lesquelles vous avez des interfaces dans Kibana, qui va vous permettre de déplacer vos index plus anciens vers des nœuds plus tièdes et voire supprimer les anciennes données. Tout ce que je vous ai montré est disponible dans ce repository qui contient donc le code source de la plateforme de démo. Et je vous remercie de votre attention. Bonne journée.